aujourd'hui pour venir nous écouter. Donc on se succède aujourd'hui pour partager avec vous ce qu'on a pu découvrir comme fait marquant de l'année 2010 au sein du groupe. Donc chacun d'entre nous, on porte le message de l'ensemble du groupe. Donc ce n'est pas une présentation de la gendarmerie en tant que telle, mais une information qu'on souhaite partager. Pascal est nostalgique de la gendarmerie au ministère de la Défense, donc il a maintenu mon courrier électronique tout à l'heure en défense.gouv.fr, et depuis 2 ans on est au ministère de l'Intérieur. Donc c'est en gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Voilà. Ah non, faut pas mettre mon adresse perso. Je suis lieutenant-colonel Fraissinet, je suis chef de la division de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois, qui est une unité qui fait de la surveillance sur Internet, de l'investigation sur initiative sur Internet, et ça fait quelques années que je participe au Panorama. Cette année, le contenu est plus riche encore que les années précédentes. C'était très intéressant de discuter pendant ces quelques semaines sur ce qui a pu se passer en 2010. Et donc, je vais vous parler du mobile. J'ai rangé les informations dans cet ordre-là, sur des problématiques d'abord de vie privée, sur les vulnérabilités et les nouvelles attaques contre les mobiles, et enfin une ouverture sur la notion de botnet dans le mobile, sachant que juste après, justement, il y a une présentation sur les botnets de façon plus générale. Je suis convaincu, après avoir travaillé sur cette présentation avec les différents membres du groupe, et suite à la réflexion qu'on mène depuis plusieurs années sur le sujet du téléphone mobile, par exemple dans le cadre de la lutte contre la délinquance en gendarmerie, et les observations qu'on peut faire aussi par ailleurs en matière de sécurité du mobile, c'est qu'on est à une année charnière en matière de sécurité, essentiellement parce que les mobiles sont aujourd'hui plus puissants avec les smartphones, les mobiles intelligents, et beaucoup plus connectés à haut débit, donc plus vulnérables par définition. Et je pense qu'il doit y avoir une véritable prise de conscience. Par les entreprises, c'est plutôt fait, par le grand public aussi, notamment en matière de protection de la vie privée. Et donc je commence justement là-dessus. Il y a 2 études qui ont été publiées en 2010, une très récemment par le Wall Street Journal, qui présente de façon assez didactique plus de 200 applications qui ont été étudiées par des spécialistes qu'ils ont mandatés, et présente les informations qui sont partagées par ces applications avec le développeur, celui qui gère l'application, et éventuellement le site web qui est derrière. Beaucoup d'applications reposent sur un site web qui se trouve en arrière-plan, ou différents types de services d'échange d'informations, mais aussi avec des tiers, notamment des tiers qui gèrent de la publicité. Et si vous allez sur ce site, vous verrez qu'il y a certaines informations qui partagent beaucoup plus d'informations qu'on ne l'imagine au départ. Et le fait de divulguer, par exemple, sa localisation avec une application qui a besoin de la localisation, ça nous semble normal. Mais de là à ce qu'elle la partage avec 2, 3, 4 ou 5 autres intervenants, on n'en est pas forcément conscient. Ça rend peut-être l'application plus sympathique, mais on n'en a pas forcément la perception. Autre étude, cette fois-ci menée par une société qui fait de la sécurité dans le mobile en Californie, Lookout. On verra qu'elle a aussi fait parler d'elle suite à cette étude. Là, ils ont étudié carrément, enfin, ou presque, toutes les applications qui sont sur les marchés iPhone et Android, et ils en tirent un certain nombre de chiffres sur le partage d'informations. Leur étude n'est pas complètement accessible, mais le travail qu'ils en tirent est assez intéressant à observer, et donc on va suivre ça avec attention. Et une des conséquences de la diffusion de ces informations sur le partage de données par les différentes applications, ça a été par exemple la poursuite en justice d'Apple par une class action aux États-Unis, en Californie,
donc qui sont poursuivis par des particuliers, pour avoir partagé des informations personnelles avec différentes sociétés, selon ceux qui ont déposé plainte, à l'insu des gens qui utilisent les applications. Et notamment, il y a une particularité qui est en fait une fonctionnalité des téléphones mobiles et des tablettes d'Apple, c'est qu'ils sont tous identifiés par un identifiant unique, le UDID. Et cet identifiant permet d'identifier donc le terminal vis-à-vis de chacun des développeurs d'applications, mais ensuite ça peut être aussi partagé avec les tiers, et notamment les régies publicitaires qui observent tel utilisateur d'une application, par exemple de tweet ou de consultation de la météo ou autre, pour lequel ça affiche de la publicité, et puis par ailleurs ils consultent de l'actualité sur un autre site d'information, et la régie publicitaire peut être commune entre les deux, et grâce à cette identité, cet identifiant, faire des recoupements. Et c'est une information qui n'était pas si facilement disponible pour les utilisateurs, d'où ces poursuites. Ça va être intéressant d'observer les suites de cette affaire, la réaction d'Apple, peut-être qu'ils vont devoir adapter leur fonctionnement pour le fonctionnement de leur OS, pour toujours rendre les services, mais avec un peu plus de sécurité. Là, une petite diapo insolite, un produit qui a été noté par un de nos membres. Alors, j'ai pas mis le nom de la société, c'est une boîte française qui offre ce service. L'idée, donc, il y a beaucoup de gens qui gèrent leurs contacts et leurs cartes de visite sur des téléphones mobiles. C'est pratique, avec la petite caméra, on prend l'image, et si l'application est suffisamment avancée, elle scanne et elle reconnaît les caractères et rentre directement les contacts dans votre base de contacts locale ou en ligne sur les Google Apps pour Android. Là, la particularité, c'est qu'ils expliquent très clairement que ce n'est pas un logiciel très compliqué qui fait la reconnaissance de caractères, ce sont des petites mains. Donc ce sont des personnes qui reçoivent l'image de la carte de visite que vous avez scannée et qui retapent les informations et les renvoient vers votre téléphone. Alors, la société n'explique pas trop où sont ces petites mains. Vu sa structure, on peut supposer qu'elle n'a pas recruté des centaines de personnes et qu'elle emploie des gens en Inde, au Pakistan ou dans d'autres pays qui offrent ce genre de service. Et donc, les données sur les cartes de visite de ceux qui utilisent cette application se baladent dans la nature. Alors, soit on a confiance et on se dit que dans la masse d'informations qu'ils traitent et qu'ils tapent et qu'ils échangent, etc., ça n'a pas beaucoup d'importance. À vous de juger en fonction de la sensibilité de ce que vous traitez en matière de contact. Pour le grand public, ce n'est pas forcément très inquiétant. À vous de voir. Là, je saute un autre sujet et toujours en rapport avec la vie privée. Alors là, c'est plus compliqué d'aborder ça. La problématique des interceptions et le BlackBerry qui a toujours été une cible des États parce que il permettait, grâce à des serveurs basés dans d'autres pays, notamment au Canada au départ, de faire échapper un certain nombre d'échanges de données aux interceptions légales grâce à l'utilisation du chiffrement. Et tous les pays ont tenté de coopérer avec BlackBerry pour améliorer cette situation pour les interceptions légales. Et la question se pose pour une société comme BlackBerry, est-ce que je vends mon produit et je protège les données de certains États que j'estime peu recommandables, et est-ce que j'offre quand même le service à d'autres ? Et l'autre difficulté, c'est que les données sont stockées dans des pays tiers, et en matière d'interception, c'est très très compliqué à gérer. Là, l'Inde semble avoir fait une pression très forte sur BlackBerry en 2010, et notamment en publiant leur démarche, qui est parfaitement légitime puisque les interceptions judiciaires notamment sont légales dans tous les pays du monde. C'est une démarche normale et
un besoin pour gérer pas mal d'affaires judiciaires ou de terrorisme et autres. Et cette pression semble avoir marché sur BlackBerry et ils ont obtenu des réponses concrètes, en tout cas pour l'État indien. Donc on va observer la suite pour d'autres intervenants. On aura certainement le même problème avec d'autres types de services offerts par les plateformes qui se sont développées depuis, avec l'Android, avec les plateformes Apple. Il y a des données qui transitent et qui sont des communications électroniques par les serveurs de ces sociétés. Et puis, alors ça c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Il m'est arrivé souvent cette année de m'énerver devant certains reportages passés à la télé et qui expliquaient que certaines sociétés commercialisent des services pour espionner sa femme, son patron, un collègue, etc. Et sans avertir en quoi que ce soit que c'est totalement illégal d'intercepter les SMS, d'écouter les conversations de la pièce dans laquelle se trouve un téléphone, de sa femme, de son patron, etc. Et il est interdit de commercialiser de tels logiciels. Alors, il y a eu deux types de phénomènes en plus des reportages à la télé. D'une part, des fausses applications. Donc là, c'est de l'escroquerie pour un service qui est illégal. Donc ça, bon, il y a dû y avoir des maris jaloux, des femmes jalouses particulièrement déçues d'avoir payé 3 € et quelques pour télécharger une application qui ne fonctionne pas, qui relève de la plaisanterie pour ces plateformes de diffusion de logiciels. Et en fait, c'est un économiseur d'écran qui affiche un truc, c'est tout. Et des sociétés basées soit en France, soit à l'étranger, qui commercialisent différents produits, qui diffusent des vidéos qui expliquent comment le logiciel fonctionne, y compris des vidéos en français, avec des sites web en français, sinon pas l'autorisation du gouvernement, de l'État, du SGDSN, pour vendre ce type de logiciel, ils n'ont pas le droit en France. Et pour l'acheter, il faut être autorisé aussi. Et en général, la plupart de ceux qui sont autorisés sont les services d'enquête. Et donc, il n'est pas normal qu'il y ait ce genre de publicité. D'ailleurs, la publicité est illégale pour ce type de produit. C'était un rappel important. Et on verra de toute façon de plus en plus se développer l'usage de ce type d'outils dans l'environnement économique. Et donc cette législation protège aussi la vie, entre guillemets, privée, la vie économique des entreprises contre l'espionnage un peu trop facile, même si on n'est pas dupe et on sait que c'est quand même diffusé. Autre développement en matière de vie privée, on se rend de plus en plus compte, mais c'est le cas pour tous les protocoles en réalité. On parlera de IPv6 tout à l'heure, mais sur la téléphonie mobile et l'univers du téléphone en général, il y a des problèmes de sécurité sur les réseaux. C'est des protocoles qui ont été imaginés à des époques, dans les années 70, 80, 90, où il y avait une grande confiance entre les opérateurs. Et donc, les interfaces qui permettent d'échanger de l'information reposent beaucoup sur cette confiance. Et du coup, il y a des failles qui petit à petit émergent. Et donc, au cours de différentes conférences, on montre qu'on peut exploiter différentes failles. Donc, en 2008, il y avait eu une exploitation de la signalisation dans le téléphone mobile. En réalité, il s'agissait simplement, en initiant un appel ou l'envoi d'un message court, d'obtenir en réponse des informations de routage, c'est-à-dire l'endroit vers lequel on doit envoyer la communication, donc le SMS par exemple. Et ces informations de routage vous donnent des informations qui peuvent vous donner la localisation, la zone dans laquelle se trouve le téléphone mobile en question. Donc ça, c'est ce qui était montré en 2008. Et en 2010, il y a eu une démonstration au cours d'une conférence à Boston par ces deux chercheurs. Ils ont poussé plus loin encore le raisonnement. Ils ont montré aussi que dans les réseaux tels qu'ils sont configurés aux États-Unis, les interfaces qui peuvent être mises en place
entre les opérateurs et les partenaires des opérateurs, ceux qui routent différents messages et différents services, il était possible de collecter des informations supplémentaires, par exemple l'identité ou le nom des sociétés qui possèdent un téléphone, grâce à l'identification du numéro qui est routé sur les communications, hein, le Caller ID classique. Et en cumulant cette information avec la localisation, avec des informations de sources ouvertes, il est possible de surveiller à distance des téléphones mobiles sur ces réseaux-là. Donc ça pose des problèmes que les opérateurs devront sécuriser, je pense, à l'avenir, suite à ces alertes des chercheurs. Maintenant, je vais rentrer dans les vulnérabilités, puis les attaques. Avant de parler des téléphones eux-mêmes, il y a des problématiques liées au réseau lui-même. Tout à l'heure, on parlait des logiciels ou des outils d'interception. L'année dernière, des chercheurs ont montré qu'un certain type de chiffrement des communications, donc A5N1, était attaquable. Hein. C'est un protocole de chiffrement qui est plus utilisé chez la plupart des opérateurs, mais qui peut l'être encore dans certaines régions du monde. Une équipe, enfin c'est à peu près la même équipe en réalité, sont allés un petit peu plus loin et ont montré qu'au-delà de casser le chiffrement de la communication, ils étaient capables de suivre une communication sur une longue durée. Et donc ça a été démontré lors de la conférence de Berlin du CCC. Et c'est particulièrement intéressant à regarder. Ils ont réussi à faire ça avec des équipements de très faible coût. Et donc, il y a un véritable danger là. Et donc, il va falloir aussi que ceux qui définissent les normes et les opérateurs sécurisent encore un peu mieux nos communications. On n'a pas besoin de ce genre de solution pour les interceptions légales. Donc il faut qu'elles soient sécurisées, bien évidemment. Maintenant, sur les téléphones eux-mêmes, il y a de plus en plus de recherche qui est faite pour découvrir des vulnérabilités. Ça devient un objet de plus en plus intéressant à observer. Je vous parlerai tout à l'heure des virus de façon plus globale, mais du côté des vulnérabilités, tout à l'heure je vous parlais de Lookout, qui est une société californienne. À la conférence Black Hat, donc cette année, ils ont présenté une vulnérabilité qui est caractéristique de téléphone Android, qui fait que dans les versions avant l'OS 2.2 d'Android, il y a un problème de cloisonnement des données. C'est-à-dire qu'une application qui a accès à telle donnée, parce que vous l'avez autorisé à connaître votre localisation, à accéder à votre carnet d'adresses, etc., elle peut stocker localement ces informations-là pour s'en servir, pour l'exploiter. Et donc ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Malheureusement, ces informations ne sont pas cloisonnées entre les applications et dans le système, ils ont trouvé une faille qui permet d'accéder aux données qui sont stockées pour d'autres applications. Et donc, vous avez autorisé simplement l'application à afficher quelque chose sur l'écran et en fait, elle peut lire des choses sur votre espace de stockage sur le téléphone et donc accéder aux données personnelles. Il y a toute une série de failles qui sont liées aussi au fait que ce sont des systèmes d'exploitation avancés qui reposent sur Linux pour ce qui est d'Android. Et donc, les failles de Linux, on les retrouve sous Android malheureusement. Et donc, là, il y a une équipe de chercheurs de la société Trustwave qui a présenté au DEF CON, donc à peu près à la même époque, qui a démontré qu'ils étaient capables de faire un rootkit, c'est-à-dire en gros de prendre le contrôle du système d'exploitation d'un téléphone et grâce à l'exploitation de vulnérabilités de Linux. Le gros problème de ça, pour ceux qui ont des téléphones, des smartphones, on est souvent confronté à la mise à jour du système. On a tous été confrontés à la mise à jour de Windows, etc. Sur le mobile, c'est aussi compliqué que sur ordinateur personnel. Et se rajoute à cela le fait que
les vendeurs de téléphones, ceux qui fabriquent les plateformes matérielles, les personnalisent pour le matériel spécifique ou pour les services de l'opérateur auquel vous êtes abonné. Et donc, il est difficile de mettre à jour à la toute dernière version votre téléphone sans la coopération de votre opérateur ou du développeur ou des développeurs de la société qui commercialise, qui fabrique les terminaux. Et donc, les mises à jour sont décalées dans le temps. Il y a pas mal de téléphones Android en circulation aujourd'hui qui sont à la version 1.6 ou à la version 2.1 de ce système d'exploitation et qui sont vulnérables, par exemple, à ces attaques-là et qui seront jamais mises à jour parce que ils ont un modèle sur lequel le fabricant n'investira pas pour faire des mises à jour, pour lequel il y aura peut-être des patchs, mais pas une mise à jour complète. Donc ça pose des vrais problèmes. Je pense qu'il faut que les fabricants de téléphones réfléchissent, quels que soient les systèmes d'exploitation, à la façon dont on gère les mises à jour. Elles ne sont pas suffisamment dynamiques et notamment pas en réponse aux risques de sécurité. Alors là, il y a eu un truc assez intéressant présenté toujours à Berlin lors du congrès de la fin du mois de décembre. Des chercheurs donc, sont revenus sur ce qui constitue quand même l'essentiel du marché aujourd'hui dans le monde. Plus de 75% des mobiles sont des téléphones mobiles classiques, c'est-à-dire pas des smartphones, des mobiles qui servent à appeler et à envoyer des SMS. Et ils ont aussi des failles. Et là, suite à des travaux qui avaient été menés au cours des années précédentes, qui avaient testé en direct, en insérant, en étant connectés directement au téléphone, des messages courts, des SMS. Ils ont testé tout un tas de possibilités pour voir si des messages courts spécialement formatés arrivaient à attaquer le téléphone, à le faire planter, à interrompre un appel, etc. Et là, ils ont démontré, sur une large gamme de téléphones mobiles, qu'ils étaient capables de le faire à distance, c'est-à-dire en envoyant un SMS sur le réseau d'un opérateur. Donc ils ont d'abord testé sur une plateforme de réseau ouverte, c'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui d'installer son propre réseau grâce à une plateforme Osmocon BB qui simule un réseau d'opérateurs. Donc ils ont d'abord testé là-dessus, et ensuite ils ont testé sur des vrais opérateurs, là en Allemagne pour ces chercheurs-là, et ça fonctionne, donc ils arrivent à arrêter des téléphones par SMS. Et ils ont notamment identifié des problèmes chez les opérateurs. Donc là, c'est des opérateurs allemands qui, parce que le téléphone n'a pas acquitté le SMS correctement, eh bien, il le renvoie. Donc, vous avez votre téléphone qui a planté, vous le rallumez, il reçoit à nouveau le SMS. 1 minute plus tard, 5 minutes plus tard, etc. Et donc, dans certains cas, la seule solution, c'est de changer sa puce de téléphone pour une autre marque complètement différente pour arriver à recevoir le SMS, ne pas planter et que le réseau se débloque. Donc, il y a des attaques assez intéressantes. Ça n'a pas été observé dans la vraie vie, entre guillemets, mais la recherche a montré qu'il y avait un risque de ce côté-là. Et donc, là, je pense que les opérateurs sont assez attentifs à ces développements. Et enfin, une autre vulnérabilité qui a été démontrée ou qui pourrait être démontrée, en réalité, c'est les gens qui développent le botnet Zeus, qui sont assez actifs, qui discutent entre eux, etc. Et il y a des chercheurs qui observent ces conversations. Et on s'est rendu compte que puisque l'industrie bancaire évolue beaucoup vers la validation d'opérations par l'envoi de SMS, il n'y a pas qu'en France que ça se passe, bien entendu, c'est une démarche qui s'est développée dans le monde entier. Il va devenir intéressant de s'en prendre au téléphone mobile. Et donc, ils réfléchissent très sérieusement à développer différents modules qui permettront d'intercepter ces SMS que vous recevez sur votre téléphone. Et donc, l'idée, c'est de combiner des attaques sur le téléphone et sur l'interface de connexion à la banque, qui peut être aussi consultée sur le téléphone. La façon d'infecter un téléphone, c'est par exemple en vous envoyant un SMS avec un lien sur lequel vous téléchargez une application. Et ça peut marcher sur pas mal de systèmes d'exploitation. Et une fois que cette application est installée
sur votre téléphone, vous croyez que c'est un jeu ou quelque chose ou un économiseur d'écran, et en fait ça intercepte au passage les SMS qui contiennent le code confidentiel. Donc il y a un vrai risque là. Le risque, il n'est pas tellement du côté de la vulnérabilité, parce qu'on pouvait l'imaginer, il est plus grave. Il est du fait que les chercheurs ont observé que ceux qui développent les botnets qui servent à collecter des données personnelles sont en train de travailler sur ces solutions, ont déjà démontré qu'ils savaient développer des premières applications de ce type-là. Donc il faut réellement qu'on travaille sur ce problème-là. Pour partie, ça veut dire de s'éloigner du SMS pour certaines applications sensibles. Pour d'autres, ça veut dire évidemment de travailler sur la sécurisation du mobile encore plus. Et pour finir sur les vulnérabilités et les attaques, McAfee, alors je ne sais pas si François avait dit ça en 2006, mais McAfee en 2006 avait dit voilà, 2006 sera l'année du logiciel malveillant sur le téléphone mobile. Ça n'a pas été exactement le cas. Les logiciels malveillants, notamment les verts sur le mobile, ça remonte en gros à 2004 avec Kabir pour les choses les plus sérieuses, qui se déployaient par connexion Bluetooth, protocole de communication entre téléphones ou avec les oreillettes, etc. Kaspersky, l'année dernière, nous a montré que la tendance sur le nombre de logiciels malveillants sur le mobile, de variantes de ces logiciels malveillants, était une croissance nette. En 2010, ça se confirme. Et François Paget a présenté les chiffres de McAfee la semaine dernière, c'est ça ? Bon, c'est des chiffres de McAfee, il y en a d'autres chez les autres plateformes. Ils n'ont pas encore publié leurs études pour l'année 2010, donc c'est les seuls dont on dispose. Et il y a un autre paramètre qui est intéressant à observer, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'antivirus pour mobile est mature. C'est-à-dire qu'on a des offres assez variées qui couvrent tous les aspects de la sécurité du mobile, aussi bien le contrôle parental, j'ai vu des choses de ce type-là, que l'antivirus, que la sécurisation, la surveillance des activités sur le téléphone, etc. Chez tous les éditeurs, un antivirus, et y compris des nouveaux éditeurs. Netkin, c'est un éditeur plutôt récent, en tout cas pour les Occidentaux, c'est un éditeur chinois d'antivirus. Donc ils ont tous développé quelque chose. Très clairement, 2011 va être l'année où on va avoir beaucoup d'antivirus installés sur les mobiles. Est-ce que les opérateurs vont offrir ça par défaut, vont faire des offres de sécurisation? Pour les entreprises, ça va très nettement se développer, et le risque est réel, comme on l'a vu, et cette évolution que note McAfee et d'autres ne devrait que se confirmer. Il y a un vrai potentiel du côté du mobile, puisqu'il est très connecté, comme je disais au départ, et il est beaucoup plus puissant. Il collecte beaucoup, il voit passer beaucoup de données personnelles. Donc très clairement, on a changé de donne en la matière. C'est pas tellement vos communications, la voix qui les intéresse, c'est toutes les données qui circulent dans les téléphones qui sont sensibles. Et pour terminer, très clairement en 2010, on a vu apparaître les botnets sur mobile. Ils n'étaient pas possibles ou ils n'avaient pas vraiment de sens avant que les mobiles deviennent suffisamment puissants ou aient un accès direct à Internet. S'ils se connectaient direct seulement au réseau de l'opérateur, seulement au portail de l'opérateur, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour ceux qui développaient des botnets. Et en plus, on a des plateformes ouvertes ou sur lesquelles il est facile de développer des applications à tout un chacun, y compris des hackers ou des crackers. Et donc, par exemple, en juin 2010, un chercheur a montré qu'il était possible de déployer assez facilement un botnet sur Android, donc lors d'une conférence à l'été aux États-Unis. Et en réalité, au cours de l'année 2010 et pour l'iPhone dès la fin de l'année 2009, on a vu dans la nature des logiciels malveillants qui permettent de former des botnets. Et pour ce qui est du Symbian, de la plateforme Symbian, un botnet dans la nature de 100 000 téléphones qui a été observé, donc je suppose que c'était en Chine qu'ils ont fait cette observation. Donc sur toutes les plateformes, il est possible de déployer des botnets
le risque est réel de ce côté-là. Et donc ça démultiplie en fait les sources d'attaque et les sources de collecte d'informations que peuvent engendrer ces botnets. Donc j'ai terminé ma présentation. En conclusion, donc je pense qu'on vous a démontré que il y a un nouvel univers de risque sur le mobile, qu'on doit le prendre en compte. Je pense qu'on fera le bilan d'ici 2 ou 3 ans, mais il y aura eu un intérêt beaucoup plus fort des criminels pour le téléphone mobile, du développement de ces botnets et de leur usage. Et de façon plus générale, puisqu'on observe de plus en plus d'usage de la connexion en mobilité, je pense qu'il y a des nouveaux risques qui vont se développer aussi de ce côté-là. Les voitures qui sont connectées, les tablettes tactiles, etc. Va y avoir de nouvelles formes de vulnérabilité, d'attaque, de scénarios, de collecte d'informations ou de mise en danger pour la voiture. On pourrait penser à la mise en danger de la vie des personnes ou à créer des opérations qui peuvent inquiéter les gens, en tout cas, donc de type terroriste, et donc à regarder avec beaucoup d'attention. Voilà, merci. Merci Eric. Pour renforcer son message, je rappellerai que cette année, plusieurs opérateurs, en France comme à l'étranger, ont évoqué le fait qu'aujourd'hui, le trafic de données est supérieur au trafic voix sur la téléphonie mobile. Ce qui veut dire qu'on utilise plus son téléphone pour de la navigation que pour téléphoner. Et le paradoxe, c'est bien sûr que très peu de personnes ont déployé un antivirus ou un pare-feu sur les 10 équipements.